Et bonjour. Écoutez, on se retrouve pour un nouvel épisode. Dans cet épisode, je vais répondre en images aux questions qui ont été posées sur l'épisode de semaine dernière. Alors, la première chose, c'est de savoir est-ce qu'on peut faire des essais lorsque l'on resserre sa colonie, admettons, sur 7 cadres, 8 cadres, ça dépend comment vous voulez faire, pour l'hivernage. Et la deuxième, ça va être de vous dire comment moi je garde des cadres de secours, de réserve pour les utiliser pendant cette période estivale si j'en ai besoin. Ou un petit peu plus tard en fonction des besoins des ruches. Allez, je lance l'intro et on se retrouve. On attaque par celle-ci et ici on est sur 9 cadres, il y a eu un cadre demi, fait presque 15 jours. Juste pour rappel, hein. Hop, je remets la ruchette derrière moi. Donc là elle est sur 9 cadres et je vais y retirer 2 cadres. Donc elle sera prête pour l'hivernage sur 7 cadres. Allez, on se pousse miss. Voilà, c'est plutôt propre. Hein. Hop, je coupe bien sûr, là où je sais que ça va me gêner, les ponts de cire. Pourquoi? Pour éviter d'arracher sur toute la longueur le cadre et de tuer des abeilles. Donc théoriquement, celui-ci, qui est le dernier cadre qui a été mis, il devrait venir facilement. Il fait déjà son poids. Alors, donc ici, on voit qu'il y a déjà de la réserve sur le haut, tout est pondu, c'est au stade de l'operculation. Donc, petite vérification, si je vois la reine ou pas, je la vois pas. Donc, je prends ce cadre déjà. Et je le mets de la même façon dans la ruchette que ce que j'avais fait dans l'épisode précédent. Donc j'ai encore un cadre à récupérer sur cette ruche. Juste regarder celui qui est à côté. Alors celui-là c'est pareil, c'est pas... Oh, c'est que de la réserve. C'est qu'un cadre plein de réserve. Pollen et miel qui se retrouvent au milieu. Là, je ne vois pas la reine. Donc là, je vais quand même regarder ce qui se passe. Voilà, là, je l'ai juste retiré, c'est pour me faire de la place. Hein. Donc ici, c'est un cadre de couvain fermé qui est complet des deux côtés. Donc pour l'instant, je décale d'un. Ce qui m'intéresse, c'est de voir ces deux là. Ici c'est tout pondu. C'est des œufs et des larves. Et une partie de couvain qui est en train d'être operculée. Ici, c'est du couvain naissant et c'est plein de pollen. Donc ici, le miel, le couvain, un peu de couvain dans le pollen. Donc ici, ça c'est un joli cadre à garder dans cette ruche. Alors, que se passe-t-il ici? Bon, rien de particulier. Alors sur ce cadre de rive, on trouve quoi? Mais on trouve un petit peu de réserve et on trouve du couvain naissant. Et il y a très peu de place pour le couvain parce que c'est pareil, c'est plein de pollen.
Donc il y a beaucoup de pollen dans cette ruche, donc je peux y retirer un cadre de pollen. Je vais aller voir maintenant de ce côté. Donc déjà ce que je vais faire, c'est que je vais pousser celui-ci contre celui-ci de pollen. Je l'avance avec un petit peu de couvain, je l'avance de 1. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt y laisser celui-ci. J'ai mis de côté pour regarder qu'il y a du miel, du pollen, qu'il n'y a pas de ponte. Je vais lui mettre ici à la place de celui-ci que je vais récupérer, hop, pour la ruchette. Voilà. Je prends celui-ci. J'ai de la réserve, du pollen, du miel et du couvain naissant. Pas de reine. Voilà, celui-là, il est positionné. Donc ici, c'est encore beaucoup de réserve. D'accord? C'est un cadre qui a beaucoup de réserve. En pollen, il y a un miel, donc on va le compléter avec du miel parce que la reine va diminuer sa ponte. J'avance le cadre qui est full couvain fermé. Pareil ici. Et maintenant, ça c'est les cadres que j'ai pas encore regardés. Bon, ici on est sur du couvain fermé, du miel sur le haut. Sur le côté, ça doit être... Ouais, c'est pondu, c'est du couvain ouvert. Et l'autre côté, c'est la même chose, avec beaucoup plus d'abeilles sur l'autre face, je sais pas pourquoi. Donc aussi, pareil, couvain fermé, grosse partie de réserve. Et on se retrouve sur la même façon de l'autre côté. Alors pourquoi je ne nettoie pas encore le haut des cadres? Parce qu'il y a encore du miel. Et je préfère que le consomme que d'aller entre guillemets le jeter. Donc ici on arrive sur la rive. Donc là on a des deux côtés du couvain et du miel. Alors là les trois quarts de l'autre côté c'est du miel. Ouais, c'est... Ici on a encore du couvain de mâle. Et ici ben, vous voyez, donc ça il y a du couvain, du miel jusque là. Là je suis en train de remplir, ça veut dire que ça, quand ça va éclore, ça va être vraiment plein de réserve. Bon. Je le mets sur le bord. Donc là, théoriquement, elle va continuer à remplir les réserves sur les cadres de rive et au fur et à mesure, elle va avancer sur cela pour qu'elle va réduire sa ponte pour avoir l'espace et la nourriture sur les côtés et on peut la laisser hiverner comme ça. Alors je vous le redis, je laisse la cire encore avec le miel qui reste un petit peu sur le bord. Je nettoierai tout ça au moment où je mettrai mon traitement hivernal. Je vais ramener la partition à sa place. Je referme, je vous reprends. Donc voilà, nous avons changé de ruche. Celle-ci, il y a des fourmis qui viennent. Le couvre-cadre est plus collé, il y a plus de construction. Comme tout à l'heure, on enlève déjà voilà, la cire que l'on a sur les cadres.
Alors c'est la même chose et je vais récupérer 2 cadres. Allez, sur 9. Donc je vais me retrouver 7 cadres prêts pour l'hivernage. Alors ça, je vois que c'est le dernier cadre introduit. Hop, je vais virer la partition. J'enlève les ponts sur la partition. Bien que là, c'est pas très grave parce que je soulève la partition, donc ça peut pas aller endommager la cire de l'autre côté, hein, et tuer des abeilles au passage. Donc on va regarder ça. Oh pauvre. Voilà, joli cadre de réserve, de rive, pardon. Bon, operculé jusqu'ici et ça va bientôt être operculé de l'autre côté. Et c'est la même chose de l'autre côté, hein. Donc je le repositionne, je remets en rive. Là je suis parti de la partition, donc je vais tout faire dans ce sens. Et je mettrai la partition à la suite. Donc ce côté je n'ai pas nettoyé parce que là il y a du miel, ils sont dessus, là où j'ai nettoyé. Donc je leur laisse le consommer et je le retirerai bien plus tard. Donc ici nous avons quoi? Nous avons du couvain fermé. Couvain fermé, provision. Pas mal, hein? Et celui-ci je vais le prendre. Je le prends. On est dans le même cas de figure et provision couvain. Provision couvain. Ici du naissant. Je vois qu'elles ont mis du nectar à l'intérieur de certaines alvéoles parce que ça brille. Et ici il y a plus de couvain. Alors ici on est sur un cadre récent, mais ici c'est en train d'être operculé avec de la réserve sur le haut, et ici c'est un petit peu plus operculé, mais on est dans la même dynamique. Donc celui-ci je le prends. C'est bon, c'est bon, c'est des larves et j'ai des fourmis sur la main qui viennent me piquer. Vous croyez-vous dans une ruche se faire piquer par les fourmis? Donc ici, couvain fermé, réserve, pareil. Ici, il y a des œufs. Ah, c'est vraiment des œufs. Donc la reine est ici. Ce qui n'est pas choquant vu la ponte qu'il y a. C'est même normal. Alors ici, miel, pollen, et ici, un peu de couvain. Plus de couvain de l'autre côté, mais c'est pareil, hein. Miel, pollen. Je vois la reine juste ici. Donc je décale mon cadre comme ceci, je l'ai mis sur le bas et je le pousse et je sais que la reine ne risque rien. Donc ici, cadre de rive, miel, miel et pollen. Et voilà. Et je vous reprends. Donc voilà, maintenant nous sommes sur la ruchette. Cadre. Ici, un cadre couvain fermé, ouvert, ouvert. Là j'ai une partition, je vais mettre une cire ici. J'aurais pu mettre deux cires parce que ça va être déplacé. Hop, je mets la reine déjà. Voilà. Oh, pas le temps.
J'en ai trop à faire. Voilà. Comme ce que je regarde bien, surtout, c'est que les crochets, le fer tient bien pour ne pas la perdre dans le transport. Et c'est fini pour celle-ci. Donc voilà, on vient de faire un essai. Donc vous voyez que je procède exactement de la même façon que ce que j'ai fait semaine dernière. Hein. Là, c'est ma préparation hivernale. Si je passe sur 7-8 cadres, ça c'est un choix personnel. Ça dépend de la région où vous êtes, ça dépend des mêlées que vous avez, des marages de bonheur, pas de bonheur, la population que vous avez dans vos ruches. Donc moi, en règle générale, c'est entre 7 et 8 cadres pour l'hivernage. Et là, j'en ai une où j'ai pas mis le toit parce que elle est en dessous, elle est sur 6, donc je vais prendre un cadre une plus forte pour aller déjà y rajouter et l'amener pour avoir un rucher homogène entre 7 et 8 cadres. En règle générale, j'essaie d'être pareil sur le même rucher, mais un cadre près, ça ne pose pas de problème. Donc voilà, je viens de ramener les ruchettes sur notre rucher, donc c'est à plus de 3 km, comme ça j'ai gardé toutes les butineuses et c'était juste pour vous montrer pourquoi je l'amène sur ce rucher, parce que ici on est encore en pleine floraison. Donc ici vous voyez que c'est nous on appelle ça vulgairement du pissenlit, je ne sais pas son nom exact, je ne sais pas si c'est ça, mais moi je dis toujours du pissenlit, et il y a aussi de la luzerne qui est en fleur. Donc ici cette parcelle fait 3 hectares, 30 mètres après, parce que là c'est là où il y a mes ruchettes, juste derrière, il y en a une autre parcelle qui fait 4 hectares, et après il y a une autre parcelle qui fait 7 hectares. Exactement pareil. Donc là, elle ne manque pas de nourriture. Donc, faites toujours attention entre ce que l'on vous dit, ce que vous montre et ce que vous allez faire. D'accord? Donc, si je n'ai pas rajouté des réserves à l'intérieur, je vous redis, c'est parce qu'aujourd'hui, j'ai à disposition ce garde-manger. Et suivant les saisons, c'est brûlé, c'est plus un fleur, il n'y a plus de luzerne, il n'y a pas de pissenlit, il n'y a plus rien. Donc là, par contre, où on met des cadres de réserve que l'on a gardés, comme je vous ai expliqué, ou alors du sirop. Alors, semaine dernière, j'avais eu une question d'un abonné qui me disait est-ce que là, tu vas les déplacer à plus de 3 km? Oui, en cette période, ce que je fais aujourd'hui, ce que j'ai fait semaine dernière, je les déplace à plus de 3 km, j'amène sur des autres ruchers. Pourquoi? Parce que je veux garder toutes les butineuses qu'elles ont. Je veux vraiment que la ruchette démarre plein pot. D'accord? Donc, je ne la laisse pas sur le même rucher. Alors, la question que je pense qu'on va me poser, et si on la laisse sur le même rucher, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, tout simplement, toutes les butineuses que vous avez prises sur vos cadres vont retourner sur la ruche mère. Ça veut dire qu'elle va s'affaiblir en fonction du nombre de butineuses qu'il y avait sur vos cadres. Pas de butineuses, pas de rentrée. C'est-à-dire, hop, on tape directement dans les réserves que l'on a sur les cadres. Et on ralentit quand même le processus de la colonie. Alors, je ne vous dis pas que ça va le ralentir de mois, hein, il ne faut pas exagérer non plus. Mais il vaut mieux mettre toutes les chances de son côté. Après, si vous n'avez pas le choix, eh bien, vous le laissez sur le même rucher. C'est à vous à bien suivre et à bien regarder l'état des réserves. Mais je l'avais dit dans l'épisode précédent, on contrôle l'état des réserves. Une autre question qu'on m'a posée, c'est de me dire, sur certaines ruches, tu as mis des hausses pour que les étires, il rentre un petit peu de miel, tu vas le laisser en août, donc le traitement, tu le fais quand? Alors, moi personnellement, mais ça, je dis bien que c'est personnellement, c'est un constat que moi j'ai fait, mes traitements, je ne les démarre plus en juillet, j'ai le meilleur, pour moi, j'ai de meilleurs résultats que je les attaque vers le 15 août. Donc, tout ce que j'ai laissé là, où il y a des hausses,
Si les mielés s'arrêtent, je peux retirer mes hausses, ça ne sert à rien, d'accord? Si jamais il y a toujours des rentrées, je les laisse aux environs de la mi-août, et quand je les retire, je mets mon traitement hivernal. Avant, bien sûr, contrôle et traitement hivernal. Sachant que moi, je fais des contrôles toute l'année. En moyenne, c'est 1 par trimestre. Ça, c'est vraiment ma moyenne de base. C'est 1 par trimestre. Je contrôle mon taux varroa. Alors, faites attention au piège du contrôle de taux varroa. C'est là où on va arriver à la chute de ponte et on va arriver sur le pic d'activité du varroa. Ça veut dire que les courbes vont se croiser, une qui descend, l'autre qui monte. Ça veut dire qu'on va arriver dans le déséquilibre. Il va y avoir beaucoup plus de taux de varroa dans vos ruches dans peu de temps que maintenant. D'accord? Donc, faites bien aussi attention à ça, de contrôler au bon moment et de bien analyser ce que vous allez trouver. Moi, comme je vous ai dit, contrôle plusieurs fois dans l'année, minimum 4 fois, et je fais aussi, même si des puristes vont me dire que ça ne sert à rien, moi je le fais. À des périodes, je fais des traitements à l'acide oxalique. Je vais détruire une partie du varroa phorétique. Je ne dis pas que je vais détruire 100% du varroa phorétique, mais je vais en détruire une grosse partie. Et en le faisant plusieurs fois dans l'année, ça me permet de maintenir un taux entre guillemets acceptable pour le traitement d'automne. Et après le traitement d'automne, normalement, je n'ai pas de soucis. Mais là, je vous redis, ça n'engage que moi. Si vous avez une méthode qui fonctionne bien, restez sur votre méthode. Pareil sur les traitements, beaucoup me disent oui, est-ce qu'il vaut mieux traiter avec ce produit, celui-là, etc. Là, c'est pareil. C'est pareil, si vous êtes habitué de traiter avec des produits, alors attention à certaines molécules qui, par l'accoutumance, peuvent devenir, entre guillemets, moins efficaces. Parce que l'accoutumance, c'est le varroa qui s'accoutume à certaines molécules, donc tous les 2-3 ans, ou 4 ans, ça dépend, vous changez de molécule pour que ça fasse une rupture de molécule et que ça détruise mieux le varroa. Alors, comme chaque année, on va lire, certains qui vont mettre, que telle molécule cette année ou tel produit ne vaut rien, il ne marche pas, etc. Donc, je pense qu'avant de mettre en cause tous les traitements, même si ce n'est pas des traitements efficaces à 100% et qu'on est obligé de traiter continuellement, on n'a pas le choix, on n'a pas mieux. Mais je pense qu'avant de lancer à tout le monde que telle marque, ça ne marche pas, ça ne vaut rien, il faut être sûr de ce que l'on a fait et de quel taux de varroa on est parti. Si vous avez croisé et que vous êtes un taux de varroa où votre ruche est infestée énormément, 3 ou 4 fois plus que ce qu'il faudrait, vous êtes là, le traitement que vous avez va fonctionner, va vous faire descendre là, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, vous n'êtes toujours pas bon parce qu'il faudrait être là. Mais ça vient du problème, à la base, c'est que vous êtes parti trop haut. C'est pour ça que faire des contrôles sur l'année, attention, bien les interpréter, et pas lancer, comme j'ai déjà vu dans des vidéos, moi cette année, nickel. Là, on est au mois de juillet, pas de varroa. C'est possible, je ne dis pas que c'est faux, mais je reste quand même surpris. Parce que moi, même s'il est contenu, je sais que j'en ai. Je ne vais jamais vous dire que je n'ai pas de varroa. J'ai du varroa, comme tout le monde, malheureusement. Si on ne fait rien, eh bien, c'est la destruction des ruches. Les ruches vont mourir dans l'hiver, ou certaines, au redémarrage, c'est là où on le lâche. Moi, j'ai un client, il en a perdu énormément cette année. L'hiver, on va dire que jusqu'à février, ça a été bon. Et à la reprise de mars et avril, alors là, il a perdu au moins 60-70% de son cheptel. Donc, c'est quand même conséquent. Donc, restez très vigilants. Donc, j'anticipe la question.
avec quoi moi je vais traiter? Je vais traiter à la pivard. Les traitements après que je fais à l'acide oxalique, c'est par égouttement. C'est un choix personnel. Je ne dis pas que la sublimation ne marche pas, ça marche très bien. J'ai beaucoup de ruches, donc je passe beaucoup de temps à faire mon égouttement, mais ce qui me permet de regarder précisément l'état de mes réserves, visuellement ce qui se passe dans la ruche. Parce que de peser, de soulever, etc., on n'a pas toujours la bonne information. On a une information sur un poids, hein, qui normalement doit, en enlevant le poids de toute la ruche, des abeilles et des cadres, on doit déterminer le poids de réserve qu'on a à l'intérieur. Mais moi, en le regardant visuellement, ça me permet de regarder ce que j'ai en réserve entre le miel et le pollen. Si j'ai un doute que je ne vois plus rien sur le haut des cadres, eh bien, même si ce n'est pas les conditions climatiques idéales sur une ruche pour aller voir, eh bien, je vais quand même contrôler parce que c'est sa survie. Hein. Parce que si je vois que dans le poids j'ai beaucoup trop de pollen, parce que je me suis loupé à l'hivernage, comme tout à l'heure je vous ai dit, là il y a trop de pollen, j'en ai récupéré un, parce que ça me fausse mes stats de poids, mais je ne suis pas à l'abri de faire une erreur. Donc voilà pourquoi je fais toujours un égouttement. Et nous, on a des rentrées normalement jusqu'en décembre. Donc ça me permet de voir exactement ce qui rentre dans les ruches. Voilà. Maintenant, on va parler du stockage des cadres. Alors, ça a été plusieurs, mais vous avez raison, ce que je ne vous l'ai pas dit, pour garder des cadres de réserve en attente, si on en a besoin, comme là dans les essaims, etc., de rajouter des cadres. Donc, il y a plusieurs méthodes. Professionnelles, bien sûr, chambre froide, c'est facile, on met ses cadres et on peut tirer dedans quand on veut. Quand vous êtes amateur, vous pouvez dédier un frigo à ça, un vieux frigo que vous avez récupéré, vous les mettez dedans. Il y a une autre solution qui marche très bien, que moi j'utilise encore et souvent parce que ça m'évite de trimballer des cadres dans tous les sens, de ramener chez moi, de les ramener sur les ruchers, etc. C'est que dans une ruche que je crée l'été, donc c'est un essaim, je crée un petit essaim et tous les cadres que j'ai de nourriture en trop, je les mets dans cet essaim. Alors cet essaim, bien sûr, il grossit, il ne reste pas sur 3 ou 4 cadres, hein, il va grossir. Mais je vais me retrouver en gros, en règle générale, avec 5 cadres de colonie et 5 cadres de réserve, en gros. Alors, certains vont me dire, ouais, mais elles vont se faire piller. Oui, ça peut arriver. Donc sur celle-ci, c'est facile, je réduis mes entrées pour qu'elle puisse bien se défendre. Mais quand vous le faites au fur et à mesure, ça se passe normalement, je dis bien normalement, très bien. En faisant comme ça, aussi, il y a quand même la colonie qui va aller habiter ces cadres et qui va éviter que la fausse teigne vienne se mettre dans les cadres démarrer sur le pollen et infester votre ruche. Je ne dis pas que ça ne peut pas arriver. Ça peut bien sûr arriver, mais normalement, ça évite. Voilà, donc il y a plusieurs solutions, il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas de solution miracle malheureusement. Voilà comment vous pouvez faire. N'oubliez pas, je ne vous le répète pas souvent, hein, mais abonnez-vous, likez, laissez des commentaires, participez dans les commentaires, ça donne des informations à toutes les personnes qui viennent sur la chaîne pour savoir comment vous faites, ce qui se passe chez vous, etc. Si vous avez, vous, une façon de faire pour garder les réserves, mettez-les dans le commentaire, c'est super, ça donne des idées à tout le monde et peut-être qu'un apiculteur prendra votre idée à vous parce que ça conviendra mieux à ses besoins et à sa façon de travailler. Donc maintenant, j'arrête là et je vous donne rendez-vous semaine prochaine. Allez, bonne semaine!